L'histoire est un spectacle que l'on rejoue pour comprendre qui nous sommes. Inspiré de Jules Michelet. Il existe des lieux où le passé ne dort jamais, des lieux où la mémoire respire, où les siècles se répondent comme des échos à travers la brume, où le temps semble suspendu entre la flamme d'une torche et la poussière d'un galop, des lieux où l'histoire cesse d'être un récit pour devenir une émotion. Au cœur du bocage vendéen, au milieu d'une mer d'arbres et de vallons, un théâtre immense a pris racine. Ses coulisses sont des forêts, ses projecteurs les reflets du soleil couchant sur la pierre, son nom, le Puy du Fou. Né de ruines et d'une idée un peu folle, ce lieu est devenu l'un des plus grands spectacles du monde. Mais ce n'est pas un parc à manège ni un musée à ciel ouvert. C'est un langage, une façon singulière de parler de nous, de notre passé, de nos rêves, de notre manière d'habiter le temps. Car ici, on ne s'évade pas du réel, on y revient. Chaque pierre, chaque cascade, chaque note d'orchestre porte la trace de ce que nous avons été. C'est un voyage dans la mémoire collective, une traversée des émotions et des époques, un dialogue permanent entre l'histoire et la légende. Le Puy du Fou raconte la France, certes, ses rois, ses guerres, ses révoltes, ses amours, mais il raconte surtout la permanence du rêve humain, celui de revivre, de comprendre, d'éclairer le présent par le souvenir. Dans ces gradins, des familles entières vibrent devant les mêmes images que leurs ancêtres auraient pu rêver. Des héros, des flammes, des chants, des destins. C'est une autre forme de magie, non pas la féerie des châteaux et des princesses, mais la magie du souffle et de la poussière, du geste et du feu. Celle qui ne cherche pas à fuir le monde, mais à lui redonner sens. Une magie qui nous rappelle que la mémoire n'est pas un poids, mais une lumière. Depuis plus de 40 ans, le Puy du Fou perfectionne cet art total, un théâtre qui marche, qui parle, respire, vit dans les yeux de ceux qui le regardent. Son génie ne réside pas seulement dans la démesure de ses moyens, cascades, effets spéciaux, costumes, musique, mais dans la sincérité de son émotion. Chaque spectacle, qu'il évoque les Vikings, les mousquetaires ou les poilus, cherche avant tout à faire ressentir, à toucher ce point fragile où l'histoire devient intime. Et c'est peut-être là que se cache le secret du Puy du Fou, dans cette rencontre entre la mémoire collective et l'émotion personnelle. Dans cette frontière floue où un spectateur du XXIe siècle peut pleurer un héros du XVe ou frémir devant la chute d'un empire disparu. Mais aujourd'hui, le Puy du Fou est bien plus qu'un lieu. C'est un mouvement, un art de raconter le monde à travers le prisme du passé. Un modèle culturel exporté, admiré, étudié jusqu'en Espagne, aux Pays-Bas et bientôt en Angleterre. En 2025, il a franchi un cap historique, plus de 4,7 millions de visiteurs entre ces deux parcs français et espagnols. Une expansion vertigineuse portée par un public fidèle et par une ambition toujours plus grande. Et lors de la Confidence 2025, soirée événement tenue le 31 octobre dernier, le Puy du Fou a levé le voile sur l'avenir. Un Noël féerique, une tournée à travers la France, de nouveaux hôtels, un spectacle international et des projets qui redessinent la carte même du rêve français. Cette soirée n'a pas seulement présenté des chiffres et des projets, mais elle a dévoilé une vision, celle d'un art populaire qui se déploie comme un empire du spectacle, tout en restant enraciné dans son identité. Elle a confirmé ce que beaucoup présentaient déjà, le Puy du Fou est entré dans une nouvelle ère, celle de la mémoire en mouvement. Alors, dans cet épisode hors série de Sparkverse, nous allons plonger dans cette histoire à part. Nous allons écouter les grandes annonces, comprendre la philosophie qui les relie, explorer les coulisses d'un parc pas comme les autres, et puis comme toujours dans Sparkverse, nous irons plus loin. Nous parlerons de sens, de symboles, d'héritage, de ce que le Puy du Fou dit de notre époque, de notre rapport au passé, de notre besoin collectif d'émotions partagées. Car derrière les effets spéciaux et les feux d'artifice, il y a une idée essentielle, celle que la mémoire peut être un art, que l'histoire, quand elle se met en scène, devient un miroir, et que, dans le reflet d'un cavalier ou d'une flamme, c'est peut-être nous-mêmes que nous voyons. Le rideau s'ouvre sur les nouvelles ambitions d'un géant du spectacle. 2025 marque un tournant historique pour le Puy du Fou. Voici tout ce qu'il faut retenir.
Il est 18h ce 31 octobre 2025 dans le théâtre Molière du Puy du Fou. Les lumières s'éteignent peu à peu. Sur les visages, un mélange d'impatience et de curiosité. Chaque année, la confidence est bien plus qu'une simple conférence de presse. C'est un rituel, un rendez-vous où l'équipe du parc ne présente pas seulement des chiffres, mais raconte un futur. Et cette année, ce futur a des allures d'épopée. Les premiers mots tombent, sobres, presque solennels. En 2025, le Puy du Fou a franchi la barre historique des 4,7 millions de visiteurs. Le chiffre résonne comme une déflagration. 4 700 000 spectateurs venus des quatre coins de la France et d'Europe pour vivre un fragment de rêve, un éclat d'histoire. 3 millions en France, 1,7 million en Espagne. Jamais le parc n'avait connu pareille affluence. Et derrière ces chiffres, un symbole. Le Puy du Fou n'est pas seulement un parc, c'est un phénomène culturel. En quelques décennies, cette création née d'une poignée de bénévoles vendéens est devenue le deuxième site le plus visité de France derrière Disneyland Paris, mais loin devant tous les autres. Le public n'y vient pas pour chercher la vitesse, mais pour vivre l'émotion. Le succès est d'autant plus remarquable qu'il repose sur une promesse contre-courant. Pas de manège, pas d'écran, mais du spectacle vivant. Et ce pari d'aujourd'hui est devenu une victoire éclatante. Ce succès ne tient pas qu'au spectacle, il repose sur l'expérience totale. Et pour accueillir un public toujours plus nombreux, le parc continue d'étoffer son domaine hôtelier, le Grand Siècle. Ce majestueux hôtel qui rend hommage à Louis XIV s'apprête à s'agrandir. 100 nouvelles chambres viendront s'ajouter à celles déjà existantes, portant à 700 le nombre total de clés disponibles sur le site du Puy du Fou. Derrière cette extension, une idée simple, transformer le séjour en immersion. Dormir au Grand Siècle, c'est prolonger l'illusion, c'est quitter la scène sans quitter le rêve. À chaque hôtel, son époque, son atmosphère. La Villa gallo-romaine, les îles de Clovis, la citadelle, le camp du Drap d'Or. Chaque bâtisse est un décor, chaque nuit une réincarnation. Avec ses nouvelles chambres, le Puy du Fou confirme son statut de destination complète où l'on ne vient plus seulement pour un spectacle, mais pour vivre dans le temps. Puis vient la première véritable annonce de la soirée, celle qui arrache des applaudissements. En décembre 2026, Noël s'invite au Puy du Fou. Du 19 décembre 2026 au 3 janvier 2027, le parc ouvrira ses portes à la féerie hivernale. Des villages illuminés, des milliers de sapins, des décorations scintillantes et surtout un nouveau grand spectacle, le mystère de Noël, présent dans le stadium gallo-romain. Une création entièrement inédite qui racontera l'histoire originelle de Noël sous la forme d'une fresque poétique et spirituelle. Le froid de l'hiver rencontrera la chaleur du feu, la neige se mêlera aux chants et aux parfums de marron grillé. Ce sera le nouveau grand rendez-vous hivernal du parc, celui où les émotions ne s'éteindront plus avec l'automne. À travers cette initiative, le Puy du Fou entre dans une nouvelle dimension, celle du parc 4 saisons. L'expérience devient continue comme un calendrier vivant où chaque époque de l'année aura son chapitre, sa musique, sa couleur. Mais la confidence 2025 ne s'arrête pas là. À peine les applaudissements retombés, un nouveau nom s'affiche sur l'écran. Mousquetaire, une création du Puy du Fou. C'est le choc de la soirée. Pour la première fois de son histoire, le Puy du Fou quitte ses murs. En 2027, le parc partira en tournée dans toute la France avec un grand spectacle itinérant. Une cinquantaine de représentations sont prévues à Paris pour lancer l'aventure avant de traverser le pays ville après ville. L'univers sera celui du siècle des mousquetaires, de la cape et de l'épée, du panache et du complot. Un souffle romanesque fidèle à l'esprit du parc, mais transposé sur scène. 2 heures de spectacle, des héros inédits, une mise en scène cinématographique. Derrière ce projet, un objectif clair, aller à la rencontre du public, porter le rêve là où il n'existe pas encore. Faire du Puy du Fou non plus seulement un lieu, mais un mouvement artistique capable de se déplacer, de s'adapter, de conquérir. Puis vient le moment le plus poétique de la soirée, celui du grand tour. Le concept dévoilé depuis plusieurs années se précise enfin. Un voyage de 6 jours et 5 nuits à bord d'un train Belle Époque transformé en théâtre itinérant. Au départ de Paris, les voyageurs spectateurs traverseront la France à la rencontre de ses légendes et de ses paysages. Reims,
Beaune, Avignon, Carcassonne, Cahors, Arcachon, Bordeaux, La Rochelle, Chenonceau, le Puy-du-Fou, Saint-Malo, le Mont-Saint-Michel. 12 escales comme 12 chapitres d'une même épopée. Chaque arrêt donnera lieu à une mise en scène, à une rencontre, à une découverte. Le train lui-même deviendra un personnage, un écrin, mouvement pour un récit à part entière. C'est peut-être le projet le plus ambitieux jamais imaginé par le Puy du Fou, une fusion totale entre voyage et narration. Le théâtre quitte la scène, le spectacle se fait route, la route devient art. Au-delà des grandes annonces spectaculaires, la Confidence 2025 a aussi révélé un autre versant du Puy du Fou, celui de la transmission. Pour la première fois, le parc lance sa propre bande dessinée éditée par Puy du Fou Éditions, titre Les aventures de Jacques, Vic et Otto. Un récit d'amitié, de courage et de liberté destiné à la jeunesse, accompagné d'un dossier historique exclusif, un pont entre le papier et la scène, entre la fiction et la mémoire. Et comme toujours au Puy du Fou, le mystère n'est jamais loin. Un nouvel indice a été révélé dans la quête d'Excalibur, une aventure transmédia qui mêle vidéo cryptée, chasse au trésor et légende arthurienne. Le jeu continue, la légende se poursuit et les fans du parc plongent plus loin encore dans son univers étendu. Enfin, le clou du spectacle, l'expansion internationale. Après le succès phénoménal du Puy du Fou Espagna, le parc annonce 2 nouveaux chapitres à venir. D'abord, un nouveau grand spectacle au parc Efteling aux Pays-Bas, prévu pour fin 2026. Une nouvelle collaboration qui confirme la reconnaissance du savoir-faire français en matière de mise en scène historique. Mais surtout une annonce qui fait frissonner la salle. Le Puy du Fou met le cap sur l'Angleterre. Le nouveau parc ouvrira ses portes en 2029 à Bicester, près d'Oxford. Un projet colossal estimé à 700 millions d'euros sur 150 hectares de terrain. 4 villages d'époque, 13 spectacles, 2000 emplois à la clé. Une fresque entièrement consacrée à l'histoire britannique de l'Empire romain à la Seconde Guerre mondiale. C'est un symbole fort, le rêve vendéen devient mondial. Le Puy du Fou n'exporte pas seulement ses décors et ses techniques, mais il exporte sa philosophie, celle d'un art de raconter, un art né sur une terre blessée par l'histoire et devenu aujourd'hui un langage universel. Mais avant de parler d'avenir, il faut se souvenir d'où tout a commencé. Pour comprendre le Puy du Fou 2025, il faut retourner là où tout a commencé, au cœur d'une ruine, dans un champ vendéen, un soir de 1978. Il faut toujours revenir au commencement. Avant les foules, avant les hôtels et les spectacles, avant la renommée mondiale, il y a eu le silence d'un champ vendéen, les cris des chouettes dans la nuit et les pierres abîmées d'un château oublié. Tout commence ici, au cœur du bocage, dans une clairière où les siècles dorment côte à côte. En 1977, un jeune homme découvre ces ruines. Face à lui, le château du Puy du Fou, dévasté par le temps, éventré par la guerre de Vendée. Mais ce qu'il voit, lui, ce n'est pas une ruine, c'est une scène, un théâtre à ciel ouvert, un espace capable de réveiller l'histoire. C'est de là que naît l'idée, presque une intuition, raconter la mémoire française en spectacle. Non pas la figer, mais la mettre en mouvement, la faire vibrer à travers des voix, des visages, des gestes. Ainsi, en 1978, la première représentation de la cinécénie voit le jour. Ce soir-là, ils sont 600 bénévoles, les Puy-Follets, vêtus de costumes d'époque. Devant eux, quelques centaines de spectateurs. Le rideau s'ouvre sur une fresque immense. La Vendée, ses luttes, ses espoirs, ses douleurs. Et soudain, la nuit s'embrase. La lumière des torches se reflète sur les murs du château, les voix s'élèvent, les chevaux s'élancent et le passé reprend vie. Ce qui devait être un spectacle local devient en quelques années un phénomène. Les bénévoles se comptent bientôt par milliers. Les gradins s'agrandissent, les projecteurs se multiplient, les récits s'affinent. Et chaque été, la cinécénie devient le rendez-vous de la mémoire vivante. Une liturgie profane où l'histoire française se raconte non plus avec des livres, mais avec des émotions.
La cinécénie, c'est la matrice du Puy du Fou, son ADN, son battement de cœur. C'est là que s'invente un nouveau langage, celui d'un spectacle total mêlant musique, danse, feu, eau, lumière, machine et ciel étoilé. Un langage capable de dire sans mots, de faire comprendre sans expliquer, celui de l'émotion pure. À la fin des années 1980, la cinécénie a déjà conquis la France entière. Mais Philippe de Villiers et ses équipes voient plus loin. Et en 1989, une nouvelle page s'ouvre. L'inauguration du Grand Parc du Puy du Fou. Le concept est inédit. Faire vivre l'histoire en plein jour à travers des spectacles immersifs. On y traverse des villages reconstitués, des époques, des batailles, des récits. On passe du Colisée romain aux champs de bataille médiévaux, des ports vikings aux scènes du grand siècle. Tout est pensé pour que le visiteur marche dans le temps. Les années suivantes voient naître les grands classiques du parc, le signe du triomphe, le bal des oiseaux fantômes, les Vikings, le secret de la lance, les mousquetaires de Richelieu, le dernier panache, les amoureux de Verdun, le mime et l'étoile. Autant de créations qui forgent un univers, une esthétique, une émotion reconnaissable entre toutes. Le Puy du Fou devient alors un laboratoire de narration. Chaque spectacle est une œuvre d'art vivante, fruit d'un travail colossal de mise en scène, de musique et de technique. Mais surtout, chacun d'eux porte une idée, celle de transmettre l'histoire autrement, par la beauté et par le frisson. Pour comprendre la puissance du lieu, il faut se pencher sur ses racines. Le Puy du Fou n'a pas été bâti sur une page blanche. Il s'élève sur une terre qui depuis 2000 ans n'a cessé de renaître. Bien avant le spectacle, il y avait là un oppidum gaulois, lieu de culte dédié au dieu solaire Bélénos. Puis une motte féodale dressée au temps des invasions vikings, plus tard un château médiéval flanqué de douves et de tours dont les ruines sont encore visibles dans le décor du bal des oiseaux fantômes. Et enfin, le château Renaissance, élevé au XVe siècle par la famille du Puy du Fou, incendié pendant la Révolution et restauré pour accueillir les visiteurs d'aujourd'hui. Chaque couche du sol, chaque pierre, chaque vestige raconte un pan de cette longue continuité. Ce lieu n'a jamais cessé d'être un théâtre, tantôt pour les guerres, tantôt pour les légendes. C'est cette mémoire enfouie qui irrigue encore les spectacles du parc. Ici, rien n'est décor, tout est empreint d'un passé réel. Aujourd'hui, près d'un demi-siècle après la première flamme de la cinécénie, le Puy du Fou est devenu un phénomène culturel total. Il a bâti ses propres académies, formé des générations d'artistes, développé des technologies inédites, remporté les plus hautes distinctions du monde du spectacle. Mais surtout, il a su conserver son âme, celle d'un projet né de la passion de bénévoles, d'un territoire, d'un peuple, une aventure humaine avant d'être commerciale, poétique avant d'être lucrative. Le Puy du Fou n'a jamais cessé de croître. Mais il n'a jamais cessé non plus de regarder en arrière, et c'est sans doute ce qui fait sa force. Il avance en se souvenant. Il se projette dans le futur, mais les yeux fixés sur le passé. Chaque nouveauté, chaque extension, chaque spectacle est un nouvel acte dans une épopée commencée il y a des siècles auprès d'un château en ruine. Mais comment fait-on concrètement pour donner vie à cette mémoire? Comment un rêve né sur des ruines devient-il une machine scénique capable d'émouvoir des millions de visiteurs? Dans les coulisses de Puy du Fou, la technique et l'art s'entrelacent. C'est là que se cache le vrai secret du parc dans son savoir-faire. Il y a derrière chaque cavalcade et chaque envol d'oiseaux une armée invisible. Des centaines de techniciens, de costumiers, de dresseurs, de créateurs de lumière et de son, de sculpteurs et de machinistes. Tous partagent une même mission, rendre l'impossible crédible et de faire du rêve une matière concrète. Lorsque le spectateur s'assoit sur les gradins du signe du triomphe ou du dernier panache, il ne voit qu'un instant d'émotion. Mais derrière cet instant, il y a des mois, parfois des années, de recherche, d'expérimentation et de réglage. Car au Puy du Fou, chaque détail compte, un geste, une texture, une odeur, un rayon de lumière au bon moment, tout est pensé
pour raconter. Le Puy du Fou, c'est d'abord une école du réel, une école du geste. Depuis 2015, la Puy du Fou Academy forme de jeunes artistes, acteurs, cavaliers, danseurs, mais aussi charpentiers, costumiers et techniciens. Ici, on apprend aussi bien à parler en alexandrin qu'à manier une épée, à dresser un cheval, qu'à concevoir une scène d'effets spéciaux. Car la magie du parc repose sur une idée simple, l'artisanat au service du rêve. Chaque spectacle est une alchimie, une rencontre entre la main de l'artisan et la vision du metteur en scène. Les ateliers cachés derrière les coulisses du parc ressemblent à des cathédrales d'un autre temps. On y travaille le bois, le métal, le cuir, le tissu. On y crée des costumes qui pourraient sortir tout droit d'un tableau du XVIIe siècle ou d'un roman d'aventure. Chaque couture, chaque broderie, chaque patine de cuir raconte un fragment d'histoire. L'un des secrets les mieux gardés du Puy du Fou, c'est son académie animalière. Faucons, chevaux, loups, lions, sangliers, dromadaires, plus de 150 animaux sont dressés avec une minutie rare, dans le respect absolu de leur comportement naturel. Le bal des oiseaux fantômes, par exemple, mobilise plus de 300 oiseaux en vol libre, une prouesse unique au monde. Le dressage se fait sans contrainte dans une relation de confiance absolue. Le dresseur ne commande pas, il dialogue. Chaque matin, dans le calme des allées encore vides, on entend le bruissement des ailes, le hennissement des chevaux, le murmure des dresseurs. C'est un ballet invisible avant le grand fracas de la journée. Il y a aussi dans les coulisses une autre magie, celle du son. Les musiques du Puy du Fou sont composées sur mesure, orchestrées comme de véritables bandes originales de films. Chaque spectacle possède sa propre identité sonore, son thème, sa couleur harmonique. Certaines mélodies, comme celle du Dernier Panache ou du Mystère de la Lance, sont devenues cultes, reprises, partagées, écoutées même hors du parc. La musique au Puy du Fou n'est pas un simple accompagnement. C'est un personnage à part entière. Elle porte le souffle, guide les émotions, relie des siècles. Elle agit comme un fil invisible entre le spectateur et l'histoire qu'on lui raconte. Sous la poésie des décors se cache une ingénierie de pointe. Hydraulique, pneumatique, effets pyrotechniques, plateforme mobile, écran d'eau, automate, drone. Le Puy du Fou n'a rien à envier aux plus grands studios de cinéma. Mais ici, la technologie reste discrète. Elle ne cherche pas à se montrer, elle sert le récit. Dans le Dernier Panache, par exemple, le décor entier pivote autour du public, entraînant les spectateurs dans un mouvement de caméra grandeur nature. Dans Le Signe du Triomphe, les chars entrent dans une arène digne de Rome, avec des lions et des cascades réelles. Dans Le Mille et l'étoile, les machineries se fait poème. Les plateaux glissent, les illusions s'enchaînent et la frontière entre le cinéma muet et la vie s'efface. Chaque innovation est conçue en interne, testée, perfectionnée. Le Puy du Fou invente en permanence des solutions que d'autres parcs copieront ensuite. Mais la différence, c'est que la technique ici n'est jamais l'héroïne. Elle reste cachée derrière l'émotion. Ce qui distingue profondément le Puy du Fou de tout autre parc, ce n'est pas seulement sa scénographie, c'est son âme collective. Les Puy-Follets, ces bénévoles qui font vivre la cinécénie depuis plus de 40 ans, incarnent une philosophie rare, celle du don. Chaque été, des milliers d'habitants de la région reviennent prêter vie à l'histoire. Ils ne sont pas rémunérés, ils jouent, chantent, répètent par passion. Pour eux, le Puy du Fou n'est pas un emploi, c'est une transmission, un rituel communautaire presque sacré où se mêlent fierté locale et rêve universel. Et c'est sans doute ce lien, cette ferveur humaine, qui donne au parc son authenticité. Parce qu'avant d'être une entreprise, le Puy du Fou est une aventure collective, un projet où chaque habitant, chaque artisan, chaque artiste est un gardien d'une mémoire. Derrière chaque nouveau spectacle, il y a une méthode, une obsession, l'émotion avant tout. Le Puy du Fou ne cherche pas à raconter l'histoire au sens universitaire du terme. Il cherche à la faire ressentir, à provoquer le frisson, l'alarme, le souffle coupé. Les créateurs du parc parlent souvent de poésie scénique plutôt que de reconstitution. Ils assument la subjectivité, la stylisation, la part de rêve. Leur but n'est pas de documenter, mais de faire aimer.
de transformer un fait en sentiment, un souvenir en lumière. Chaque mise en scène repose sur une phrase directrice. L'histoire est un poème que le spectacle révèle. Et c'est peut-être ce qui rend le Puy du Fou si singulier, cette conviction que le passé ne doit pas être récité, mais ressenti. Et si l'on parlait justement de ce passé mis en scène, de cette manière si particulière qu'a le Puy du Fou de transformer l'histoire en légende et la mémoire en émotion. Le cœur de cet épisode, c'est cela, comprendre comment derrière chaque spectacle se cache une idée plus grande, celle de la mémoire en scène. Chaque civilisation a cherché à conjurer le temps. Les temples d'Égypte, les fresques romaines, les cathédrales gothiques, les films du siècle dernier, tous ont une fonction commune, résister à l'oubli. Ils fixent la mémoire collective dans une matière, pierre, pigment, lumière, pour qu'elle continue à vivre au-delà de ceux qui l'ont connue. Mais au XXIe siècle, quelque chose s'est inversé. Nous vivons dans une époque où les images s'effacent plus vite qu'elles ne se gravent, où la mémoire se consomme en ligne, où la culture se fragmente. L'histoire semble flotter dans le brouillard du présent perpétuel, et c'est dans ce contexte paradoxal qu'un lieu comme le Puy du Fou prend tout son sens. Car le parc vendéen a inventé un art de la mémoire vivante. Ici, on ne conserve pas les traces du passé, on les rejoue. On ne visite pas un musée, on insiste à une résurrection. Chaque jour, dans la poussière et les flammes des siècles entiers reprennent corps. La Sienne devient tombe et berceau à la fois, un lieu où le passé meurt et renaît sous nos yeux. Le Puy du Fou ne cherche pas à raconter l'histoire, il veut la rendre sensible. Il transforme la mémoire en expérience visuelle, sonore, charnelle. Le spectateur n'est plus un observateur, mais un témoin embarqué dans une traversée du temps. C'est cette inversion qui fait toute la singularité du lieu. L'histoire n'est plus enseignée, elle est vécue. Cette démarche s'inscrit dans une longue lignée de tentatives humaines pour retrouver le lien entre émotion et savoir. Déjà, les Grecs faisaient du théâtre un outil de mémoire civique. Le Moyen Âge réécrivait la foi en vitro. Le cinéma plus tard a fait de la pellicule un support de souvenirs collectifs. Le Puy du Fou poursuit cette tradition, mais avec une dimension nouvelle, l'immersion totale. Ce n'est plus seulement une œuvre à contempler, c'est un monde à habiter. C'est peut-être pour cela qu'il fascine autant, parce qu'il répond à une question que notre époque n'avait plus le courage de poser. Comment se souvenir ensemble dans une société où tout est fragmenté, où chacun vit dans son propre flux d'images? Le Puy du Fou recrée un espace commun d'émotions. Ces gradins deviennent des cathédrales de lumière, ces spectacles des cérémonies laïques du souvenir. On y vient en famille, entre générations, pour partager quelque chose d'intemporel. Et derrière cette émotion collective se cache une idée profondément moderne, le spectacle comme outil de transmission. Le parc a compris que la mémoire ne survit pas grâce aux livres ou aux discours, mais grâce aux sensations. Quand une scène nous bouleverse, ça s'imprime durablement. Quand un son, une odeur ou une lumière nous touche, ils deviennent souvenirs. Le Puy du Fou réinvente donc la pédagogie de la mémoire, non plus par la raison, mais par le frisson. Le pari est osé, mais il fonctionne parce qu'il s'appuie sur ce que l'humain a de plus universel, son besoin d'émotion. Et dans ce domaine, le Puy du Fou excelle. Il a transformé l'histoire en matière sensible, le passé en théâtre et la mémoire en art. Pour comprendre pleinement cette mémoire en mouvement, il faut s'attarder sur le cœur battant du parc, l'émotion, car c'est elle et elle seule qui fait tenir ensemble les siècles et les récits. Le Puy du Fou repose sur un constat simple, presque instinctif. On apprend bien ce qui nous bouleverse. L'émotion est le plus vieux langage du monde. Avant les mots, avant les livres, avant les écrans, les êtres humains racontaient leurs histoires avec des cris, des gestes, des regards. Le spectacle vivant est né de là, du besoin de partager ce que la raison seule ne peut pas dire. C'est ce que le parc vendéen a compris mieux que quiconque. Ici, les dates et les faits s'effacent pour laisser place à la vibration, à la chair, à la lumière. Ce qu'on emporte du Puy du Fou, ce ne sont
pas des connaissances, mais des sensations, le souvenir d'une pluie d'étincelles sur une armée en marche, la poussière des chevaux, le souffle des orgues de feu. Ce sont ces fragments d'émotions qui s'impriment dans la mémoire du visiteur et qui, des années plus tard, restent vivants. Dans le dernier panache, l'histoire ne se résume pas à la guerre de Vendée. Elle devient la chronique d'un homme qui choisit l'honneur plutôt que la soumission. Dans Les Amoureux de Verdun, la guerre n'est plus une bataille, mais une lettre d'amour écrite entre deux éclats d'obus. Dans Le Signe du Triomphe, le cirque romain devient le théâtre du courage. Et dans Le Mime et l'Étoile, le cinéma muet, ce langage fragile et pur retrouve sa poésie originelle. Chaque spectacle, à sa manière, parle d'un sentiment universel. Le courage, la fidélité, la foi, la tendresse, la peur, la beauté. Et c'est pour cela que le Puy du Fou touche toutes les générations. L'enfant y trouve le merveilleux, l'adulte y reconnaît la nostalgie, le grand-parent y retrouve le fil du temps, chacun y projette sa propre mémoire. Il y a dans cette émotion partagée une dimension presque anthropologique. Ce que le parc met en scène, ce n'est pas seulement l'histoire de France, c'est l'expérience humaine de la mémoire. Ressentir ensemble, c'est déjà se souvenir ensemble. Et dans un monde saturé d'écrans solitaires, ce simple fait a quelque chose de révolutionnaire. Le spectateur, des milliers chaque jour, deviennent les témoins d'une émotion commune. Leur réaction crée une onde invisible qui relie les gradins à la scène. Quand le silence tombe juste avant le dernier tableau, on sent cette suspension rare, un peuple qui écoute. Ce moment-là vaut toutes les archives. C'est la mémoire à l'état pur, celle qui ne passe pas par les mots, mais par le cœur. C'est aussi pour cela que le Puy du Fou a si peu de concurrents, parce qu'il ne cherche pas la précision documentaire, mais la justesse émotionnelle. Il ne dit pas « voici ce qui s'est passé », mais « voici ce que cela faisait de le vivre ». L'émotion devient alors un vecteur de vérité, non pas factuelle, mais humaine. Et cette émotion soigneusement orchestrée n'est jamais gratuite. Elle suit une grammaire, une écriture de la tension et du relâchement, du cri et du silence. Car le Puy du Fou n'est pas qu'un lieu de grand spectacle. C'est une école du rythme, une symphonie de sons, de lumière et de mouvements où chaque détail compte. Les compositeurs, les scénographes, les cavaliers, les costumiers participent tous à la même mission, transformer la mémoire en frisson. C'est sans doute là que réside le secret de sa puissance. Là où d'autres se sont contentés de raconter, le Puy du Fou fait ressentir. Et quand on ressent, on n'oublie plus. Mais ces émotions ne vivent pas seules. Elles ont des visages, des voix, des incarnations. Au Puy du Fou, la mémoire prend forme à travers des héros, des femmes, des hommes arrachés au passé pour mieux parler à notre présent. Au cœur du Puy du Fou, il y a des visages, des silhouettes qui traversent les siècles, qui parlent à la fois du passé et de nous. Ces héros, qu'ils soient réels, mythiques ou inventés, forment une galerie d'âmes où chaque spectateur peut se reconnaître. Car le parc ne met pas seulement en scène des personnages historiques, il met en scène des valeurs, des choix, des luttes. Le général Charette, Jeanne d'Arc, les poilus de Verdun, les gladiateurs, les mousquetaires, tous incarnent quelque chose de plus grand que leur propre destin. Charette, c'est l'honneur et la loyauté. Jeanne, la foi et le courage. Les soldats de Verdun, la fraternité dans l'horreur. Les gladiateurs, la dignité face à la tyrannie. Les mousquetaires, la passion et le panache. Ces figures ne sont pas des reliques, ce sont des miroirs tendus vers notre époque. Car le Puy du Fou, sous ses airs de fresque historique, parle toujours du présent. Derrière chaque costume, chaque bataille, se cache une question universelle. Que faisons-nous encore de nos idéaux? Dans un monde où la vitesse écrase la profondeur, où le cynisme remplace la conviction, ces héros nous rappellent que le courage est une mémoire en acte. Leur grandeur ne réside pas dans la victoire, mais dans la persévérance, dans leur capacité à rester debout quand tout s'effondre. Et c'est cette humanité si fragile et si forte à la fois qui traverse le temps. Le spectateur ne voit pas seulement des personnages, il voit des fragments de lui-même, une émotion ancienne, une fidélité, un rêve d'absolu.
Cette identification n'est pas un hasard. Elle repose sur un art de la narration très particulier. Les spectacles du Puy du Fou sont construits comme des tragédies modernes. Un héros, une épreuve, une chute, une rédemption. C'est la structure antique du mythe, adaptée à notre sensibilité contemporaine. La mise en scène crée de la distance, mais l'émotion, elle, supprime cette distance. On ne regarde plus un héros, on devient ce héros, ne serait-ce que quelques minutes. C'est pour cela que les spectacles touchent autant même ceux qui ne connaissent pas l'histoire de la France, parce qu'ils racontent des émotions universelles, la loyauté, la peur, le sacrifice, l'amour, la perte. Dans le dernier panache, quand le héros s'avance vers la mort, ce n'est pas un général qui tombe, c'est un homme qui choisit de rester fidèle à lui-même. Dans Les Amoureux de Verdun, ce n'est pas un soldat anonyme, c'est chaque être humain face à la guerre, à la séparation, à la fragilité du monde. Ces héros, d'une certaine manière, nous réapprend la grandeur. La grandeur non pas dans le triomphe, mais dans la résistance. Dans un monde saturé de dérision, le Puy du Fou ose encore la sincérité. Il ose dire que certaines choses méritent d'être défendues, et ce simple geste aujourd'hui révèle presque de la rébellion. Mais ces héros ne sont pas des modèles figés, ils évoluent, se réinventent, dialoguent avec les sensibilités d'aujourd'hui. La nouvelle génération du Puy du Fou a compris qu'il fallait conjurer le souffle épique à la modernité du regard. Les personnages féminins y gagnent en profondeur, les récits en nuances, le parc grandit avec son temps sans renier sa mission, transmettre par l'incarnation. Car l'incarnation, c'est la clé, c'est ce qui transforme un fait en émotion, une date en souvenir, une histoire en symbole. C'est le pouvoir du théâtre depuis toujours, celui de rendre visible ce que les livres ne peuvent qu'évoquer. Quand un acteur entre en scène, il devient passeur de mémoire. Il porte sur ses épaules le poids invisible du temps. Et ce poids, le Puy du Fou le transforme en lumière. Chaque héroïne, chaque héros devient le témoin d'une humanité qui se cherche et qui persiste. L'art du parc n'est donc pas seulement de faire revivre le passé, mais de le rendre présent. Mais pour comprendre la force de cette incarnation, il faut aussi s'attarder sur ce qui traverse tous ces récits, une dimension presque spirituelle, une mise en scène du sacré, du symbole, de la transcendance. Car au Puy du Fou, derrière chaque flamme et chaque note, il y a quelque chose qui dépasse la simple histoire humaine. Il y a au Puy du Fou une dimension qui dépasse la simple narration historique, quelque chose d'invisible mais de palpable, un souffle, une gravité, une ferveur. À chaque représentation, le spectateur sent qu'il se passe plus qu'un spectacle, une sorte de rituel collectif, car ici la scène devient un sanctuaire du souvenir. Dès le premier instant, tout est pensé comme une liturgie. La lumière qui s'abaisse, le murmure qui s'éteint, la musique qui s'élève, ce sont les gestes d'un cérémonial. Comme dans une cathédrale, on entre au Puy du Fou avec un mélange d'émerveillement et de respect. Le feu, la brume, la pierre et la voix humaine y jouent le rôle des quatre éléments d'une mythologie universelle. Le sacré n'est pas religieux ici, il est symbolique. C'est ce lien mystérieux entre l'art, la mémoire et la transcendance, ce sentiment d'assister à quelque chose de plus grand que soi. Quand les chevaux surgissent du brouillard, quand la musique s'élance, quand un silence suspend tout un gradin, ce ne sont plus des scènes, ce sont des instants de grâce. Chaque spectacle du Puy du Fou suit une dramaturgie presque mythique. La chute, le doute, le feu, la lumière. La mort symbolique du héros précède toujours la renaissance de l'idéal. Cette structure inspirée des mythes antiques et des récits bibliques donne au parc une profondeur rarement atteinte dans le divertissement populaire. Rien n'y est seulement décoratif. Chaque flamme, chaque costume, chaque note de musique a une signification. Le parc ne montre pas seulement l'histoire, il met en scène la mémoire comme un acte sacré. C'est sans doute pour cela que les spectateurs, souvent sans même s'y rendre compte, y vivent une expérience spirituelle. Leurs émotions ne sont pas seulement esthétiques, elles deviennent intérieures. Ce n'est pas le waouh d'un feu d'artifice, c'est une émotion lente qui monte, qui bouleverse, celle d'une humanité qui se souvient ensemble. Le symbole est partout,
Le feu représente la vie et le sacrifice, l'eau la purification, la lumière la vérité, l'obscurité la mémoire enfouie. Les héros du Puy du Fou sont des figures de passage, des médiateurs entre le monde ancien et le nôtre. Quand Charette s'avance vers son destin, il devient une icône, presque un saint laïque de la fidélité. Quand les amoureux de Verdun s'écrivent à la lueur des bougies, ils incarnent la foi humaine dans la tendresse malgré la mort. Même les espaces du parc participent à cette symbolique. La Cinécénie avec son château en ruine et ses flammes nocturnes évoque le phénix de la mémoire. Le mystère de Noël, bientôt créé, promet déjà d'en faire une cérémonie hivernale de lumière. Tout au Puy du Fou obéit à cette logique, faire du souvenir un rite partagé. Cette dimension spirituelle explique aussi pourquoi le parc échappe aux catégories ni musée, ni simple parc d'attractions, ni théâtre traditionnel. Il appartient à un genre unique, celui de la célébration. Les spectacles n'ont pas pour but de divertir, mais d'unir. Ils nous rappellent que nous appartenons à une même histoire, à un même récit collectif. Et cela dans une époque éclatée, c'est presque un acte de résistance. En se plaçant au carrefour du sacré populaire, le Puy du Fou renoue avec une intuition ancestrale, le besoin de cérémonies communes. Pendant des siècles, l'humanité a rythmé son existence par des fêtes, des processions, des contes. Ces moments créaient du lien. Aujourd'hui, nos sociétés s'en sont éloignées. Le Puy du Fou, à sa manière, recrée cette expérience, celle d'une émotion qui rassemble. Car la mémoire, pour survivre, a besoin de rituels. Elle ne se transmet pas seulement par des mots, mais par des gestes, des musiques, des lumières. Et le parc a compris cela, il a transformé le souvenir en célébration. Mais au-delà de cette spiritualité discrète, le Puy du Fou est aussi une prouesse d'art total, un lieu où tous les langages, théâtre, cinéma, musique, architecture, pyrotechnique, s'unissent pour donner vie à une émotion commune, un art où le vrai et le beau se confondent. Le Puy du Fou est bien plus qu'un parc à thème, c'est une œuvre d'art à ciel ouvert, un lieu où la scénographie, la musique, la lumière et le mouvement s'unissent pour créer une expérience totale. Chaque spectacle du parc est une partition où chaque discipline joue sa note. Le théâtre y donne la structure, la musique, l'émotion, la danse, le souffle, la pyrotechnie, le vertige, la technologie, la magie. Le Puy du Fou est un opéra de plein air, une symphonie visuelle, un tableau qui prend vie. L'espace n'y est pas un décor mais un acteur. Les murs s'ouvrent, les navires surgissent des eaux, les forêts s'embrasent, tout bouge, tout respire, tout raconte. Ce n'est pas un hasard si le parc a été couronné à plusieurs reprises meilleur parc du monde, car derrière chaque image il y a un travail d'orfèvre. Des centaines de concepteurs, d'artisans, de techniciens, de costumiers œuvrent à créer l'illusion parfaite. Et pourtant, cette perfection visuelle ne serait rien sans l'âme qu'on y insuffle. Le Puy du Fou ne cherche pas la froide exactitude, mais la justesse émotionnelle. C'est toute la question du vrai, car ici le vrai n'est pas ce qui a eu lieu, mais ce qui aurait pu avoir lieu. Le parc ne prétend pas restituer l'histoire telle qu'elle fut, il la rêve, il la stylise, il la sublime. Cette distance assumée fait sa force. Le Puy du Fou ne se place pas dans la rigueur du documentaire, mais dans la vérité du symbole. Il ne dit pas voici les faits, il dit voici ce qu'ils signifiaient, et cette approche poétique plus que littérale parle directement à l'inconscient collectif. Ce choix esthétique n'est pas anodin, il fait du Puy du Fou une forme de mythologie moderne. Chaque spectacle devient un mythe réécrit, une légende nouvelle qui s'ajoute au patrimoine émotionnel de la France. Et c'est pour cela que le parc échappe aux catégories. Il n'est pas un parc d'attractions car il ne vend pas des sensations mais des histoires, il n'est pas un musée vivant car il n'explique pas, il fait ressentir. Il est un récit collectif mis en scène, un grand théâtre national à ciel ouvert. Mais cet art total repose aussi sur un équilibre fragile, celui entre la technique et l'humain. Les effets spéciaux, aussi spectaculaires soient-ils, n'ont de sens que parce qu'ils servent une émotion. Un cheval qui s'élance dans une lumière, un navire qui s'élève de l'eau, un feu qui dévore une façade, tout cela serait vain sans un visage, une larme, un geste sincère au centre du tableau. L'art total du Puy du Fou n'est pas une débauche des faits, c'est une orchestration sensible.
La musique y joue un rôle central. Elle n'est jamais illustrative. Elle guide le cœur. Les compositions originales, souvent monumentales, constituent un véritable langage émotionnel. Le spectateur ne comprend pas seulement ce qu'il voit, il ressent ce qu'il entend. Les chœurs, les cordes, les percussions deviennent les voix invisibles du passé. Elles disent ce que les personnages taisent. Et tout cela fonctionne parce que le parc assume son parti pris, la sincérité du grandiose. Là où notre époque se méfie du lyrisme, le Puy du Fou ose encore la beauté, le spectaculaire, le sublime. Il ne cherche pas à ironiser sur l'histoire, mais à la célébrer. Il n'a pas peur d'émouvoir franchement, et cette absence de cynisme rare aujourd'hui le rend profondément humain. L'art total du Puy du Fou, c'est aussi une école d'artisanat. Derrière chaque spectacle, il y a des mains, celles des costumiers, des forgerons, des charpentiers, des selliers, des décorateurs. Le parc est devenu une fabrique du métier rare, un lieu où la création manuelle retrouve sa noblesse. Chaque costume est cousu à la main, chaque sabre forgé sur place, chaque texture étudiée pour raconter une époque. En ce sens, le Puy du Fou n'est pas seulement une scène, c'est un atelier. Mais au-delà de la prouesse technique et artistique, le parc pose une question essentielle. Qu'est-ce que la vérité quand on la met en scène? Peut-on transmettre l'esprit d'une époque sans en restituer chaque détail? Le Puy du Fou répond oui, parce que la vérité ne réside pas dans les faits, mais dans l'émotion qu'ils suscitent. L'art, ici, devient un prolongement de la mémoire, une manière de dire ce n'est peut-être pas arrivé ainsi, mais c'est ainsi que nous voulons nous en souvenir. C'est cela, au fond, le cœur du projet, une mémoire choisie, assumée, poétique, une manière de se rappeler non pas de ce qui fut, mais de ce que cela signifie encore. Et dans cette fidélité au sens plutôt qu'au fait, le Puy du Fou retrouve la puissance du mythe. Mais l'art total du Puy du Fou ne se résume pas à sa technique ni à ses symboles, il touche à quelque chose de plus vaste encore, le rapport au temps, car ici le temps n'est pas une donnée, c'est une matière vivante, un souffle qu'on ressent, une mémoire qu'on habite. Quand le jour se lève sur le bocage vendéen, un silence particulier précède le début d'un spectacle. Le murmure des gradins s'apaise, la lumière se retire lentement, et puis d'un coup, la musique s'élève. À cet instant précis, le temps se fige. Ce que le Puy du Fou met en scène, plus encore que l'histoire, c'est le temps lui-même. Le temps qui passe, le temps qu'on perd, le temps qu'on tente de retenir. Chaque représentation est une lutte contre l'oubli, une tentative de retenir ce qui s'efface. À chaque levée de rideau, des siècles entiers renaissent. Des civilisations perdues reprennent voix, des héros oubliés retrouvent un visage. C'est une alchimie étrange. L'instant devient éternité et le spectateur, sans même s'en rendre compte, participe à ce miracle. Le Puy du Fou est un théâtre du temps, ses ruines, ses flammes, ses musiques racontent tous la même chose. Nous passons, mais la mémoire demeure. Les acteurs changent, les saisons se succèdent, mais le geste reste. Ce geste de raconter, de rejouer, de transmettre. C'est peut-être pour cela que le parc touche autant, parce qu'il parle du besoin humain de durer. La cinécénie, depuis plus de 40 ans, en est l'exemple le plus parfait. Des générations entières de Puy-Follet ont grandi avec elle, l'ont servie, l'ont transmise. Certains y ont joué enfants avant d'y faire jouer leurs propres enfants. Ce lien entre la scène et la vie réelle est unique. Le parc n'est pas seulement un lieu de spectacle, c'est un lieu de continuité. Il incarne une forme rare de fidélité au temps long. Et cette fidélité dépasse le cadre du parc, car le Puy du Fou, à sa manière, nous enseigne une chose simple. La mémoire n'est pas un fardeau, c'est un moteur. Elle ne nous enferme pas dans le passé, elle nous pousse à créer, à inventer, à rêver. Chaque nouveau spectacle, chaque extension, chaque projet international porte cette idée, faire voyager la mémoire. La France, l'Espagne, demain l'Angleterre, partout le même souffle. Cette universalité tient à une vérité fondamentale. Le Puy du Fou ne parle pas d'un peuple, mais de l'humanité. Derrière les armures et les drapeaux, il y a toujours des émotions communes. La peur, la joie, le deuil, la tendresse. Ce sont elles qui traversent les frontières et les siècles. Et c'est pour cela que le parc fascine au-delà de nos frontières, parce qu'il raconte ce que nous avons de commun, pas ce qui nous sépare.
Mais cette leçon, le Puy du Fou ne la donne pas en discours, il la fait vivre. Il nous dit pas souvenez-vous, il nous le fait ressentir. Il nous place au cœur du temps, le visiteur n'est plus spectateur d'un passé mort, il devient le témoin d'un passé en mouvement. Chaque représentation est un pont entre hier et aujourd'hui, entre ce que nous avons été et ce que nous voulons rester. Dans un monde où tout va vite, où les images défilent sans laisser de traces, le Puy du Fou prend le contre-pied. Il nous apprend la lenteur. Il nous réapprend l'attente, le silence, la solennité. Il nous invite à lever les yeux, à écouter, à ressentir. C'est un lieu de résistance face à l'éphémère, un lieu où l'on redécouvre la valeur du temps. Et quand le dernier tableau s'achève, quand les lumières se rallument, il reste quelque chose d'indéfinissable. Ce n'est pas seulement de l'admiration, c'est une forme de gratitude, celle d'avoir vu le temps d'une journée, ce que l'histoire a de plus beau, sa permanence. Le Puy du Fou est une mémoire vivante, un souffle collectif, une promesse faite au temps, celle de ne jamais laisser s'éteindre ce que nous avons aimé. Dans chaque flamme, dans chaque regard d'acteur, dans chaque note de musique, il y a ce serment discret. Tant qu'il y aura des compteurs, la mémoire ne mourra pas. Et c'est peut-être cela le message ultime de ce grand théâtre de la mémoire. Se souvenir, c'est résister. Résister à l'oubli, au cynisme, à la fatigue du monde. Se souvenir, c'est croire encore, et tant qu'il y aura des lieux comme celui-là pour nous le rappeler, le passé continuera de vivre sous les étoiles du bocage vendéen. Et parmi tous ces récits qui défient le temps, il en est un qui incarne mieux que tout la frontière entre la mémoire et la légende. L'histoire d'un explorateur parti au bout du monde dont le nom hante encore les océans et les rêves français. Celle du comte de La Pérouse. Il existe des histoires qui semblent flotter entre le réel et le mythe, des récits que l'histoire a partiellement effacés mais que la mer, elle, continue de murmurer. Celle de Jean-François de Gallo, comte de la Pérouse, appartient à cette catégorie. C'est un voyage disparu, une expédition engloutie, un mystère dont le Puy du Fou a su faire l'un de ses plus beaux spectacles, les mystères de la Pérouse. Tout commence à Brest le 1er août 1785. Deux navires, l'Astrolabe et la Boussole, s'apprêtent à quitter le port sous les ordres de Lapérouse et de son second Paul-Antoine Fleuriot de Langle. Leur mission, parcourir les mers, cartographier le monde et rapporter à la France des connaissances scientifiques et humaines. Et c'est une expédition monumentale voulue par Louis XVI lui-même passionné de géographie et de sciences. À cette époque, la France rêve encore d'aventure et de gloire. La Pérouse, marin aguerri, n'en est pas à son premier voyage. En 1782, déjà il s'est illustré dans la baie d'Hudson, capturant 2 forts britanniques. Mais après la guerre, les armes se taisent et l'explorateur cherche un nouveau cap. L'expédition qui s'annonce va lui donner l'occasion de marquer l'histoire. Un tour du monde scientifique et humaniste. Pendant 3 ans, les 2 frégates sillonnent le globe. Du Cap Horn aux côtes chiliennes, des îles de Pâques à Hawaï puis jusqu'au nord du Pacifique, la Pérouse explore, observe et écrit. À chaque escale, il échange avec les peuples rencontrés, établit des contacts, échange des outils, des denrées, des idées. Ce voyage n'est pas une conquête, c'est une rencontre. À Port des Français, aujourd'hui Litua Bay en Alaska, les explorateurs découvrent un monde encore vierge. Les échanges avec les populations locales sont intenses, cuivre contre couteau, hache contre peau de loutre. Les scientifiques à bord, Robert de la Manon, installent un observatoire pour mesurer le ciel. L'expédition mêle curiosité et rigueur, commerce et science, foi et prudence. Mais la mer est cruelle. Le 13 juillet 1786, 2 canots chavirent dans une houle violente. 21 hommes disparaissent emportés par les flots. Un monument est dressé à leur mémoire et le 30 juillet, le cœur lourd, les 2 navires lèvent l'ancre. Le voyage continue, mais déjà la fatalité rôde. Les mois suivants, les frégates longent la Californie, atteignent Monterrey, puis traversent le Pacifique jusqu'à Macao. Le commerce des peaux, qui avait fait la fortune de certains, s'est effondré. Les marchés sont saturés, les profits maigres. Mais l'objectif du voyage n'était pas là. La Pérouse veut surtout comprendre, observer, enrichir le savoir français. C'est un siècle de science et de lumière, celui des encyclopédistes, de l'espoir et de la raison.
Au début de 1787, les deux navires quittent la Chine et remontent vers le nord. Ils atteignent le Kamchatka, puis redescendent vers les mers du Sud. C'est là, quelque part dans le Pacifique, que le mystère commence. Car après un dernier message envoyé en mars 1788, l'astrolabe et la boussole disparaissent. Plus aucun signal, plus aucun témoin, le silence. Louis XVI, avant d'être emmené à la guillotine, aurait demandé a-t-on des nouvelles de la Pérouse, ultime phrase d'un roi qui n'aura jamais reçu la réponse. Ce n'est qu'un demi-siècle plus tard qu'on découvre la vérité. Sur l'île de Vanikoro, dans l'actuel archipel des Salomon, on retrouve les vestiges d'un naufrage. Des canons, des ancres, des clous, des morceaux de vaisselle, tout porte à croire que c'est là que les navires se sont échoués. Les survivants auraient tenté de reconstruire un navire avant de disparaître à leur tour, engloutis par la mer. Ainsi s'achève la grande épopée de la Pérouse entre gloire, tragédie, une fin en suspense digne des légendes maritimes. Mais cette disparition a une portée symbolique. Elle clôt une époque, celle des grandes explorations européennes. Quelques mois plus tard, la Révolution française éclate et la France, tournée vers son propre destin, perd le goût des horizons lointains. La Pérouse, d'une certaine manière, disparaît avec un monde. Le Puy du Fou, en recréant cette histoire dans les mystères de la Pérouse, a su capter toute la beauté mélancolique de cette aventure. Le spectacle plonge les visiteurs dans les entrailles d'un navire du XVIIIe siècle. On y sent l'odeur du sel, le craquement du bois, le grondement des vagues. Le spectateur marche dans les couloirs du temps, revit la dernière traversée des marins avant le naufrage. Les murs s'animent, les cartes s'éclairent, la mer envahit la scène. C'est l'histoire qui engloutit l'homme et le souvenir qui ramène à la surface. Ce qui rend ce récit si fascinant, c'est qu'il résume tout ce que le Puy du Fou cherche à dire depuis sa création, que la mémoire des jamais morts tant qu'on la raconte. La Pérouse disparue dans l'intensité du Pacifique renaît chaque jour dans la lumière des projecteurs. Son naufrage devient renaissance, son mystère devient message. Et ce message, c'est celui de la quête. L'homme, qu'il soit explorateur ou spectateur, cherche toujours à comprendre, à aller plus loin, à toucher l'inconnu. La Pérouse n'est pas seulement un marin disparu, c'est une métaphore de notre rapport au savoir, à la curiosité, à la fragilité humaine face à l'immensité du monde. Ce que racontent les mystères de la Pérouse, au-delà de la mer et des tempêtes, c'est la beauté du geste humain, celui de chercher à connaître même au risque de se perdre. Et dans cette quête, le Puy du Fou, comme la Pérouse avant lui, nous rappelle que l'exploration la plus précieuse n'est pas celle des océans, mais celle de la mémoire. Car au fond, toutes ces histoires, toutes ces créations, toutes ces émotions ne poursuivent qu'un seul but, maintenir vivante la flamme du souvenir. Et c'est là que le Puy du Fou ouvre sa véritable grandeur, dans sa capacité à nous faire ressentir que tant qu'on se souvient, rien n'est vraiment perdu. Le Puy du Fou n'est pas un simple parc, ni même un spectacle. C'est un langage, une façon de dire le passé avec le cœur, d'habiter la mémoire sans la figer. C'est un lieu où l'on apprend que le souvenir n'est pas un poids, mais une lumière. Que l'histoire n'est pas derrière nous, mais tout autour de nous, dans chaque pierre, chaque regard, chaque émotion partagée. Depuis plus de 40 ans, le parc vendéen façonne une œuvre collective où la beauté et la mémoire se confondent. C'est une aventure humaine avant d'être artistique, des milliers d'acteurs, de costumiers, de techniciens, de musiciens, d'artisans, tous unis par le même serment silencieux, faire revivre ce qui ne doit pas mourir. Et cette mission, le Puy du Fou la poursuit avec une audace rare. Il s'agrandit, s'exporte, se réinvente. De la Vendée à Tolède, bientôt jusqu'en Angleterre, il emporte avec lui une part de notre imaginaire collectif. Partout où il s'installe, il rappelle une vérité. Une vérité simple. La mémoire n'a pas de frontières, elle appartient à ceux qui savent l'écouter. L'histoire de la Pérouse, celle des chevaliers, des poilus, des mousquetaires ou des rêveurs de cinéma, toutes racontent la même chose, que la grandeur de l'humanité ne réside pas dans la victoire, mais dans la transmission, dans cette volonté têtue de ne pas oublier. Le Puy du Fou est un paradoxe magnifique. Il parle du passé pour mieux éclairer le présent dans un monde où tout s'efface à la vitesse d'un fil d'actualité. Il nous invite à ralentir, à contempler, à ressentir, à comprendre que ce souvenir n'est pas regarder en arrière, c'est ancrer le futur dans des racines solides.
Quand la dernière flamme s'éteint, quand le silence retombe sur le bocage, il reste cette impression rare, celle d'avoir touché l'espace d'un instant quelque chose d'essentiel, une mémoire qui respire, une émotion qui survit, une âme collective qui refuse d'oublier. Alors oui, la mémoire en scène est plus qu'un spectacle, c'est un serment, celui de continuer à raconter, à croire en la beauté des histoires, à transmettre ce qui nous dépasse. Et peut-être qu'un jour, dans des siècles, quand nos propres traces seront effacées, quelqu'un se souviendra encore d'un feu, d'une musique, d'un nom murmuré dans la nuit vendéenne et dira simplement « il se souvenait ». Et pendant que les torches du Puy du Fou s'éteignent, qu'une dernière flamme s'efface sur les ruines du château vendéen, un autre feu se rallume, celui des lanternes accrochées au mât d'un galion. Dans une brume, on entend grincer le bois, claquer les voiles, mugir la mer. Une silhouette se dessine à l'horizon, entre réalité et légende. Un pavillon noir flotte au vent. Car dans le prochain épisode de Sparkverse, nous mettons le cap sur l'une des plus grandes épopées Disney jamais racontées. Pirates des Caraïbes, la légende des flibustiers Disney. De l'attraction d'origine de Disneyland aux sagas cinématographiques devenues cultes, nous replongerons dans les origines, les symboles, les secrets de la conception et les mythes qui entourent cette aventure sans fin. Entre le fracas des canons, les chants des marins et les échos de l'imaginaire collectif, nous lèverons l'ancre pour comprendre comment une simple croisière parmi des pirates est devenue une légende mondiale. Rendez-vous le dimanche 23 novembre pour un nouvel épisode de Sparkverse où nous embarquerons ensemble vers les Caraïbes, là où le trésor ce n'est pas l'or mais le rêve.